Est-ce que tout le monde voit bien les slides? Oui, non? Je pense que oui. Je pense que oui. La première slide, c'est un bref mot sur qui nous sommes. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Cashbee, nous l'avons fondé pour répondre à une mission qui nous semblait pertinente et importante, qui est qu'on constate depuis longue date que les Français sont les champions de l'épargne. Vous êtes les champions pour mettre de côté, mais vous n'êtes pas toujours les mieux positionnés et rankés pour faire travailler cette épargne de façon optimale. Et donc, on s'est donné pour mission d'offrir l'accès le plus large aux meilleurs placements via notre plateforme simple, fluide et sécurisée. Alors, on se permet de dire simple, fluide et sécurisé tout simplement parce qu'on est allé chercher un grand nombre d'agréments. Le premier étant celui d'établissement de paiement tel que accordé par l'ACPR, qui est une branche de la Banque de France. Nous sommes également conseillers en investissement financier et donc supervisés à ce titre par l'AMF. Et nous sommes courtiers en opération de banque et en assurance, inscrits en tant que tel auprès de l'ORIAS. On a été créé en 2018, donc on a un peu plus de 6 ans aujourd'hui. Vous êtes 12 000, un peu plus d'ailleurs, à nous faire confiance. Et grâce à nos clients, nous gérons aujourd'hui un encours qui dépasse les 400 millions d'euros et qui est en croissance constante. Avec ces encours, on les fait travailler selon évidemment les desiderata, les objectifs de nos clients auprès d'un grand nombre de partenaires. Ces partenaires, vous en voyez un petit nombre à droite en bas sur cette première slide. J'attire votre attention sur la MIF, la Mutuelle d'Ivry-la Fraternelle, dans la mesure où parmi les choses dont on va parler aujourd'hui, il y aura sans doute du temps passé sur le PER. Et ce PER, aujourd'hui, chez Cashbee, est de facto ouvert auprès de nos partenaires, qui est la MIF. Entrons dans le vif du sujet, peut-être, Cyril, et parlons des retraites en France, et posons peut-être le cadre. Tout à fait. Donc, le sujet de ce webinaire, c'est la retraite. C'est un sujet dont on parle beaucoup dans les médias et qui est surtout un sujet qui nous concerne tous à titre individuel, enfin nous tous actifs et non actifs. Et pourtant, c'est la question de sa propre retraite. On n'a pas toujours une idée extrêmement claire de qu'est-ce qu'on va toucher au moment de notre retraite. Je crois que l'âge de la retraite, on en parle suffisamment dans les médias pour qu'il soit bien ancré dans notre esprit, même si il est mouvant. Aujourd'hui, devrait être autour de 64 ans jusqu'à nouvel ordre. Par contre, le montant de cette retraite, c'est une question qui est plus compliquée à appréhender. Ce qu'il faut savoir, c'est que très généralement, il y a une perte de revenus au moment de la retraite et que cette perte de revenus peut être assez significative. Ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire la part de son dernier salaire qu'on reçoit au moment de la retraite, il est en moyenne de 75% en France, c'est-à-dire qu'en moyenne, le niveau de vie des retraités, du jour au lendemain, baisse de 25%. En tout cas, les revenus baissent de 25% au moment de la retraite. Il y a bien sûr des cas qui sont beaucoup plus défavorables, dans le cas notamment des carrières incomplètes, lorsqu'on n'a pas l'ensemble de ces annuités de cotisation. C'est le cas notamment pour des gens qui ont eu des carrières hachées, pour des femmes qui ont pris des congés longs au moment de leur maternité, pour des périodes de chômage de longue durée. Donc, tout un cas de figure assez fréquent qui fait que ce taux de remplacement peut baisser jusqu'à 50%. C'est le cas également pour les salaires, les revenus les plus élevés, puisqu'il y a des plafonds de retraite. Et ceux qui ont la chance d'avoir des revenus élevés sont ceux aussi qui auront le taux de remplacement le plus faible au moment de la retraite. Et tous ces sujets-là, on ne les appréhende pas suffisamment. En tout cas, je pense qu'on peut regarder un peu autour de soi et peu d'actifs sauraient vous dire de façon très précise ce qu'ils vont toucher au moment de la retraite. À cela s'ajoutent les tensions qu'on connaît bien sur le système de la retraite par répartition, c'est le système légal en France qui fait que ce sont les actifs qui payent pour les retraités. Ce système est sous tension pour des raisons démographiques qui sont liées au fait qu'il y a de plus en plus de retraités pour moins en moins d'actifs. Lorsque le système par répartition a été mis en place en France après-guerre en 1945, il y avait un taux à peu près 5 actifs pour un retraité. Ce taux est passé au début des années 80
2,5, 3 au moment où il y a la retraite à 60 ans, en 1981. On était déjà dans un taux d'actifs pour retraités de 2,5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il est de 1,77 actifs pour un retraité. Et demain vraiment dans 25 ans, dans une génération, il sera vraisemblablement de 1,4. Donc on voit bien que le système devient de plus en plus difficile à fonctionner dans l'état actuel des choses et qu'il y a bien des paramètres à ajuster, soit en allongeant le nombre d'annuités de cotisation, soit en baissant le niveau des retraites. En tout état de cause, il est fort probable que pour des jeunes actifs, le montant et le niveau des retraites sera encore inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Les pouvoirs publics en ont bien conscience et au-delà des retraits, des tentatives de réforme qu'il y a du système par répartition, beaucoup d'initiatives ont eu lieu pour promouvoir ce qu'on appelle la retraite par capitalisation, typiquement le type de retraite qui existe dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, où c'est chacun est responsable de sa propre retraite en mettant de côté sur des supports qui sont prévus à cet effet. Donc, de nombreuses incitations fiscales se sont succédées au fil du temps. On reviendra un peu plus tard dans la présentation sur les différents types de plans qui existent. Ce sont des mécanismes qui sont soit des mécanismes collectifs, où il y a des incitations pour l'employeur de cotiser sur des schémas complémentaires pour leurs employés, et puis des schémas individuels où chacun est responsable de prendre la décision d'épargner ou non sur ces supports. Et puis, il y a tous les autres moyens d'épargner, même en dehors des supports retraite, l'épargne individuelle, qui fait que, in fine, aujourd'hui, et malgré ce que je viens de dire, on considère que le niveau de vie des retraités n'est pas inférieur à celui des actifs. Certaines études montrent qu'il peut même être supérieur, mais c'est grâce à cette épargne accumulée, et évidemment, plus on avance et plus on se projette dans un futur où les retraites par répartition seront faibles, plus la part de cette épargne devra être importante pour pouvoir maintenir ce niveau de vie. La caractéristique de cette épargne, c'est que c'est généralement une épargne longue, ce qui présente certains avantages dont Marc va nous parler. Alors, avant effectivement de parler de solutions particulières et d'enveloppes fiscales et d'actifs dans lesquels on peut investir pour justement préparer sa retraite, il est très important de bien comprendre l'impact et l'effet que peut avoir le temps long sur cet effort d'épargne. Et puisqu'on parle d'une épargne qu'on constitue spécifiquement pour améliorer ou pour financer une partie ou la totalité de sa retraite, presque par définition, ce placement doit être considéré comme un placement à long terme. Chez nous, long terme, ça veut dire pluriannuel. Et dans le cas présent, on peut même, dans de nombreux cas, parler d'une épargne qui se constitue sur des dizaines d'années. Et donc, pour vous illustrer l'impact et l'importance du facteur temps sur cette épargne, on a pris 3 scénarios. On prend quelqu'un qui met de côté 50 € par mois, donc tous les mois, 50 € de côté, qui est placé à un taux annuel de 5%. Les 3 personnes se distinguent juste par leur âge, l'âge à laquelle ils commencent à faire cet effort d'épargne, donc encore une fois, 50 € par mois placé à 5%. La première personne le fait à 25 ans, la deuxième à 35 et le dernier commence à 45 ans. Les 3 partent à la retraite à 65 ans. J'ai pris 65 juste pour faire simple, parce que ça nous fait une épargne qui a travaillé durant 40 ans, 30 ans et 20 ans respectivement. En prenant ces hypothèses, on voit bien sur le graphique que je vous montre qu'à 5%, les écarts sont gigantesques à la fin de la période d'épargne, à la fin de cet effort d'épargne. Et les montants que récupèrent ces 3 personnes sont radicalement différents, l'effet temps ayant fait son effet notamment pour la personne qui a commencé à mettre de côté 50 € par mois à l'âge de 25 ans, et cet effet temps étant beaucoup moins impactant pour la personne qui a commencé à 45 ans. Même si, juste pour être clair, la personne qui commence à 45 ans, l'effet est non nul, parce qu'elle a pu mettre de côté durant 20 ans, et son capital a été multiplié par 1,7. Mais si je prends l'autre extrême, et si je prends le cas le plus favorable, c'est cette personne qui a commencé à le faire à l'âge de 25 ans, elle,
pour la même somme qui a été mise de côté tous les mois, c'est-à-dire 50 € par mois, elle se retrouve avec un capital de plus de 76 000 €. Elle a multiplié son capital x 3. Le deuxième élément qu'il s'agit évidemment de prendre en compte, c'est non seulement cette régularité de l'effort de l'épargne et la durée durant laquelle cette épargne peut travailler pour vous, c'est aussi le taux auquel cette épargne travaille. Le premier exemple, c'était un taux de 5% par an. Là, je vous fais le même calcul, cette fois-ci avec 8% par an. Le 8% par an n'est pas complètement neutre, n'est pas complètement fictif. Il se trouve que 8% par an, c'est le rendement moyen que donne un investissement en bourse de façon très diversifiée. Donc, l'indice américain, le S&P 500, sur des durées très longues, en moyenne, génère un rendement net de 8%. On peut en dire autant pour l'Eurostoxx 600 si on prend l'indice européen le plus connu. Et là, la personne qui aurait commencé à mettre de côté à 25 ans, ce n'est pas avec 76 000 € qu'elle se retrouve, mais c'est plutôt pas loin de 175 000 € qu'elle se retrouve. Elle a fait x7. Et même pour la personne qui aurait commencé plus tard, c'est-à-dire à 45 ans, faire travailler son capital à 8% plutôt que 5%, cette personne, elle a fait presque 2,5. Le point clé que je souhaite souligner sur ces deux slides, c'est l'effet temps, on en a parlé, mais l'autre effet que je souhaite souligner, c'est qu'une petite variation du rendement, là c'est une grosse variation de 5 à 8%, je le conçois, mais un demi% de plus ou de moins par an peut faire toute la différence sur une durée longue. Et je le souligne parce qu'un des sujets dont on va sans doute parler, c'est de garder un regard sur les frais annuels que peut facturer votre fournisseur de produits d'investissement. Encore une fois, on parlera des enveloppes assurance vie, plan épargne retraite et d'autres, mais il est clair que les assureurs ou les banques qui vous proposent ces produits vont prendre des frais annuels, à juste titre, c'est en contrepartie de services qu'elles rendent. Mais ces frais, on verra, peuvent varier du simple au double. Et donc, c'est payant sur la durée de bien sélectionner votre fournisseur pour tenir compte de l'impact négatif que peuvent avoir les frais qui vous seront facturés, encore une fois, sur des durées très longues. Alors, avant de poursuivre sur les différents supports d'épargne, il y a une question, on va répondre le plus vite possible aux questions au fil de l'eau sur... j'imagine que ça se pose, c'est une question sur le taux de remplacement dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il est calculé sur le dernier salaire ou les X meilleures années? Donc, le taux de remplacement, la statistique que je donnais, qui était de 75% en moyenne, c'est bien sur le dernier salaire. Le taux de remplacement, c'est le montant de la retraite par rapport au dernier salaire. Par contre, le montant de la retraite, de la base de calcul de la retraite, il dépend beaucoup du régime dans lequel on se trouve. Dans le régime général, ce sont les 25 meilleures années de salaire qui sont prises en compte pour le calcul de la retraite. Et ça diffère, notamment vis-à-vis de la fonction publique, où c'est très différent. Et là, ce sont les 6 derniers mois qui sont pris en compte pour le calcul de la retraite. Donc, le taux de remplacement, cette statistique intéressante qui montre la baisse de niveau de vie que l'on a, c'est vraiment entre le dernier mois d'activité et le premier mois de la retraite. Cette épargne, on le disait, est peut-être orientée sur différents supports qui, certains d'entre eux, sont qui ont été spécifiquement créés pour l'épargne retraite. Le PER est le plus connu, on en parlera en détail, mais déjà, lorsqu'on parle de PER, il y a plusieurs types de PER. Il y a le PER assurantiel et le PER bancaire. Pas facile d'y voir clair lorsqu'on n'est pas un spécialiste de ces sujets. Donc, de façon assez simple, ce sont deux produits qui bénéficient du même cadre fiscal. Donc, les déductions fiscales sont les mêmes. On y reviendra en détail, mais pour faire simple, c'est une déduction qu'on a immédiatement de son impôt sur le revenu de l'année où le versement est effectué. Ce sont deux placements qui bénéficient des mêmes choix de sortie en rente ou en capital. Par contre, les différences, c'est notamment le fait que le PER assurantiel bénéficie de l'accès aux fonds en euros, c'est-à-dire à un placement à capital garanti. Le PER bancaire ne peut être investi que sur des placements à risque. Donc ça, c'est une première différence. Une autre différence, c'est que le PER assurantiel bénéficie
du cadre fiscal de l'assurance vie pour ce qui est de la succession. Alors, avec une discussion en cours à l'Assemblée pour savoir si on peut vraiment utiliser le PER comme un instrument pour la succession ou si on est obligé de le casser à la retraite, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une succession, le PER peut être transmis avec les abattements de l'assurance vie, ce n'est pas le cas du PER bancaire. L'avantage du PER bancaire, c'est essentiellement un avantage en termes de frais, puisque le PER assurantiel à l'enveloppe d'assurance vie qui est facturée. Alors, selon les établissements, ça peut être quelques dizaines de pourcents d'euros et parfois plus cher. Le PER bancaire est généralement moins chargé en frais. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a un produit qui soit meilleur que l'autre, mais il faut avoir conscience des avantages et des inconvénients avant de le choisir. Avant le PER, il y avait de nombreux autres dispositifs retraite qui existaient, des dispositifs individuels tels que le PERP, des dispositifs collectifs, l'article 8, loi Madelin. Tous ces dispositifs avaient en commun qu'ils bénéficiaient d'exonération fiscale, donc une incitation pour le particulier comme pour l'entreprise à abonder ces plans. Ils avaient en commun un inconvénient, en tout cas c'était perçu comme un inconvénient majeur de la part des particuliers, c'est que la sortie ne pouvait se faire qu'en rente. Il n'y avait pas de sortie en capital, et donc très souvent, comme c'est que d'un complément marginal, les rentes n'étaient pas très impressionnantes à la sortie, quelques centaines d'euros la plupart des cas, et donc de ce fait, ce n'étaient pas des produits qui ont rencontré un franc succès. Quand je dis ce n'était pas, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de transferts de ces produits vers le PER au moment de la mise en place du PER. C'est une des caractéristiques du PER qui n'est pas connue de tout le monde, c'est qu'on peut transférer ces anciens plans, notamment les plans de retraite collective, sur un PER individuel. Et donc, transformer un produit de rente en un produit de capital, ça peut être notamment intéressant lorsqu'on se rapproche de la retraite. Et donc, il faut bien se renseigner sur ce type de possibilités. L'assurance vie n'est pas un produit qui est spécifiquement fait pour la retraite, mais qui peut tout à fait, malgré tout, être un support adapté. Il y a des avantages fiscaux, alors qui sont différents, qui sont moins spectaculaires, si je peux dire, que celui du PER, puisqu'il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas de déduction fiscale immédiate au moment du versement sur l'assurance vie. Ce sont des avantages fiscaux, des réductions d'impôts sur la plus-value, et puis également des abattements en termes de succession. Le gros avantage de l'assurance vie, notamment par rapport au PER, c'est que c'est un produit qui est liquide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'argent n'est pas bloqué jusqu'à la retraite. C'est également la raison pour laquelle c'est un produit qui est assez populaire pour la retraite. Donc, l'assurance vie est une assurance en cas de vie et donc en cas pour pouvoir financer ces vieux jours. C'est assez efficace. Puis, il y a toute une série de produits de défiscalisation qui sont parfois utilisés pour la retraite, qui peuvent avoir des avantages fiscaux conséquents, notamment, c'est l'exemple du FCPI. Les FCPI peuvent avoir des avantages fiscaux qui sont plus substantiels encore que ceux du PER, puisqu'on peut défiscaliser jusqu'à 25, parfois 30% des montants investis, donc vraiment un retour sur investissement immédiat. Par contre, ce sont également des produits qui ont une faible liquidité, dont on ne maîtrise pas la liquidité. Le PER, on connaît l'événement de liquidité qui est la retraite. Les FCPI, c'est au moment de la liquidation du fonds. Ce sont généralement des supports qui sont investis sur des placements qui sont nettement plus risqués, en tout cas qui sont risqués par nature, et c'est la contrepartie de ce risque et l'avantage fiscal. Donc, ce n'est pas les produits vers lesquels on oriente en priorité nos clients lorsqu'ils veulent véritablement financer leur retraite, mais c'est important de savoir qu'ils existent. Si on se focalise plus spécifiquement sur le PER, il est important de bien comprendre ses avantages, mais également de mettre en lumière un certain nombre de points d'attention. Donc, on en a parlé à plusieurs reprises. Il y a un avantage fiscal immédiat pour le PER, qui est de pouvoir déduire les sommes versées de son revenu imposable.
il y a des plafonds sur lesquels on reviendra, mais pour faire simple, c'est 10% de son revenu imposable. Et donc, lorsqu'on gagne 100, on peut mettre 10 sur un PER et le gain fiscal sera le taux marginal d'imposition appliqué à ces 10. Donc, si on est sur une tranche élevée, on va dire 41%, qu'on met 10, le gain fiscal immédiat, c'est 4,1. Donc, il y a un taux un retour sur investissement immédiat qui correspond au taux marginal d'imposition fois le montant qui est versé sur le PER. Donc, ça peut être un gain très substantiel, d'autant plus substantiel que le taux marginal d'imposition est élevé. Ça, c'est l'avantage qui est le plus souvent mis en avant. Pour être très clair, c'est souvent l'avantage qui conduit les gens à retenir ce support. Il y a un autre avantage dont on parle moins, parce qu'il est peut-être moins immédiatement appréhendable ou compréhensible, mais qui est extrêmement important, c'est l'avantage de la capitalisation de cet avantage fiscal. Je reprends mon exemple. Si sur 100, j'évite 5 d'impôts, on va dire, non seulement je ne vais pas les payer immédiatement, mais en plus, ces 5, ils vont travailler pour moi tout le long pendant toute la durée de l'ouverture de mon PER. Donc, si pendant 3 jours, un PER 30 ans avant ma retraite, je vais pouvoir faire fructifier un argent qui serait parti aux impôts, donc évidemment sans aucun rendement pour moi, pendant 30 ans. Et le fruit de ce rendement, du fait des intérêts cumulés dont parlait Marc tout à l'heure, peut être considérable. C'est tout simplement de l'argent qui aurait été perdu si on n'avait pas bénéficié de cet avantage fiscal. In fine, lorsqu'on regarde à la facture le gain total d'un PER à la retraite qui aurait été ouvert 20 ans auparavant, l'effet capitalisation est bien supérieur à l'effet initial de la déduction d'impôt. Troisième avantage, on en a parlé également, c'est les options de sortie qui donc sont la grande innovation du PER. On peut sortir en rente, mais on peut sortir également en capital et on peut sortir, alors jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que le PLF, le projet de loi fiscale va nous préparer, mais on peut également sortir en fractionné, ce qui permet d'éviter une imposition trop importante à la sortie. Donc ça, ce sont les avantages du PER, ce sont ce qui fait que ce produit peut être véritablement une solution intéressante pour préparer sa retraite. Il y a des désavantages, ou en tout cas des points d'attention. Le premier, on l'a dit, mais il faut le redire, c'est que c'est un produit qui n'est pas liquide, contrairement à l'assurance vie. Les sommes que l'on met, on ne les retrouve qu'au moment de la retraite. Il y a des cas de déblocage, des cas de déblocage heureux qui sont l'achat d'une résidence principale, et puis tous les cas de l'accident de la vie qui permettent également le déblocage. Et dans le cas le plus dramatique, qui est celui des décès, il y a un avantage qui est, comme je le disais, on bénéficie des avantages fiscaux successoraux de l'assurance. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il est très important de le répéter à chaque fois qu'on souscrit un PER, l'avantage fiscal initial, la déduction, il est à l'entrée, mais on repaye cet impôt à la sortie. Donc, sur tous les versements qui auront été faits, ils seront refiscalisés au moment de la retraite. Alors, pourquoi c'est intéressant? Pour deux choses. Le premier élément, c'est qu'a priori, du fait du baisse de revenus dont je parlais tout à l'heure, le taux marginal d'imposition à la retraite est généralement inférieur à celui que l'on a en pleine activité. A fortiori, si on sort en capital fractionné, c'est-à-dire que les sorties en capital du PER ne nous feront pas monter automatiquement dans des tranches d'imposition plus élevées. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, je reviens à l'effet capitalisation. Toutes les sommes qui ont été capitalisées, elles, ne seront pas fiscalisées à l'impôt sur le revenu, mais à l'impôt sur la plus-value. Donc, tous ces avantages et ces points d'attention font que la cible principale pour ce produit, ce sont des gens qui ont une capacité d'épargne à long terme, ou bien qui ont des revenus importants à un moment donné, par exemple lors de la cession de son entreprise. On a des revenus très importants sur une année, sur 2 années, qui nous font monter dans des taux d'imposition très élevés. Ça peut être le moment de considérer le PER. De façon générale, toutes les personnes qui ont un taux de marginal d'imposition élevé devraient considérer ce produit-là. Peut-être prendre quelques exemples pour bien matérialiser à la fois cet avantage fiscal et puis les plafonds qui sont appliqués. On prend un premier exemple qui est
celui d'une personne célibataire, 80 000 euros de revenus imposables, 30% de taux marginal d'imposition. Son plafond de versement, et c'est donc 10% des revenus imposables, 8 000 euros. Le gain fiscal maximum sera donc de taux moyen marginal d'imposition 30% fois les 8 000 euros. 2 400 euros de gain fiscal immédiat. Le plafond ne signifie pas qu'on ne peut pas abonder au-delà, qu'on ne peut pas verser davantage sur son PER, mais le plafond définit la somme qui sera éligible à la réduction fiscale. Un deuxième exemple, celui d'un couple marié, 150 000 euros de revenus imposables, taux marginal d'imposition 41%. Là, pourquoi cet exemple? C'est pour montrer qu'on peut mutualiser les plafonds. Donc là, le plafond sera de 15 000 euros. Appliqué au taux marginal d'imposition, on a un gain fiscal immédiat de 6 150 euros. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les plafonds des années précédentes sont récupérables. On peut utiliser jusqu'à 3 années antérieures de plafond. Donc, prenons l'exemple d'un couple marié qui a des revenus très conséquents, peut-être à l'occasion d'une cession. Donc, une année des revenus très importants, 300 000 euros de revenus imposables, 45% de TMI. Le plafond sera de 10% des 300 000 fois les 4 années. Donc, 120 000 euros de plafond. Appliquer le TMI, cette fois-ci, on aura un gain fiscal immédiat de 54 000 euros. Cet exemple-là pour montrer que dans certains cas de figure, des cas où les revenus sont très importants, de façon ponctuelle ou de façon régulière, il y a un avantage qui devient très substantiel à utiliser le PER. On va prendre les questions. Alors, je continue. Donc, partons du principe que l'enveloppe et le fonctionnement de l'enveloppe et l'avantage fiscal de l'enveloppe PER est maintenant acquis. Encore faut-il savoir comment l'utiliser et ce qu'on peut y mettre. Et en ça, le PER finalement ressemble beaucoup à l'assurance vie pour ceux qui seraient familiers avec cette enveloppe fiscale. Le PER, que ce soit celui de Cashbee ou d'ailleurs, ou d'autres fournisseurs d'ailleurs, permet typiquement de fonctionner soit en gestion libre, soit en gestion pilotée ou encore en gestion pilotée à horizon. Donc, je vais traiter les deux derniers en premier. Pour ceux qui se sentent pas assez compétents en matière de gestion et d'investissement, ou pour ceux qui pensent ne pas avoir le temps ou ne souhaitent pas y consacrer le temps nécessaire, la gestion pilotée est une excellente solution par laquelle on sous-traite la gestion du portefeuille d'investissement à des experts. En l'occurrence, dans le cas présent de notre PER, ce seraient les experts de la Mutuelle d'Ivry, de la Fraternelle ou de la MIF. Évidemment, ces experts vont devoir, par obligation juridique, tenir compte de votre profil. Qu'est-ce qu'un profil d'un investisseur? Le profil est constitué de 3 composantes. On doit prendre en compte votre connaissance en finance ou le manque de connaissance en finance, votre horizon de placement. Il est évident qu'on ne va pas investir l'épargne de quelqu'un qui est proche de la retraite de la même façon qu'on va investir l'épargne d'un jeune professionnel qui commence en vie active. Et de façon plus générale, votre goût pour le risque. Il y a des gens qui sont plutôt prudents, même si ils ont un horizon long devant eux, alors que d'autres ont plus d'appétence pour prendre du risque afin de viser des rendements plus élevés. Et donc, c'est la combinaison de ces 3 facteurs qui vont donner un profil d'investisseur ou un profil de risque qui peut aller typiquement en 4 catégories, prudent, équilibre, dynamique et agressif. Et selon votre profil de risque, ce sont ces gestionnaires qui vont investir pour votre compte dans des actifs plus ou moins risqués et vous constituer un portefeuille diversifié. La gestion pilotée se distingue de la gestion pilotée à horizon par un seul facteur. La gestion pilotée à horizon fait en sorte que 5 années avant la date prévue du départ à la retraite, votre profil, quel qu'il soit, votre portefeuille, quel qu'il soit, va être progressivement et linéairement dérisqué. Ce que je veux dire par là, c'est que 5 années avant la retraite, même si vous êtes d'un profil qui a été identifié comme étant dynamique, voire même comme étant agressif, le gestionnaire, de façon linéaire, donc 20% par an, va enlever des actifs risqués pour les remplacer par le fonds euro, c'est-à-dire l'instrument le plus sécurisé et
est garantie par l'assureur, où il y a 0 risque de perte en capital. L'idée étant de progressivement sécuriser les plus-values qui auraient été générées dans les années précédentes. Plus vous vous approchez de la date de départ à la retraite, moins vous prenez de risques et plus votre portefeuille, entre guillemets, est protégé et plus les plus-values latentes sont sécurisées. Il y a évidemment une question de frais. On en a parlé lorsqu'on a parlé de l'impact du taux du rendement sur les durées longues. C'est là où je vous avais fait la remarque en disant faites bien attention aux frais parce qu'une différence de frais de quelques dizaines, de quelques pouillèmes de pourcents peuvent paraître anodins, mais sur une durée longue peuvent avoir un réel impact sur le montant total de votre capital plus-value que vous allez récupérer à la fin. Il se trouve qu'on a constitué et on a conçu avec la MIF un PER qui nous semble être parmi les plus attractifs en termes de frais, en tout cas par année. Le nôtre en gestion libre est facturé 0,6% par an. Si vous faites appel à la gestion pilotée ou encore à la gestion pilotée à horizon, vous allez consommer des ressources, vous allez faire appel aux experts de gestion de notre partenaire, et donc il est logique que ces frais annuels passent de 0,60 par an à 0,80% par an. Donc on reste bien en dessous d'un 1% par an, mais il y a une distinction entre la gestion libre et la gestion pilotée ou de la gestion sous mandat. Ensuite, il y a des questions évidemment de maximum. Cyril les a très clairement expliquées en termes de le seuil maximum qui vous permet d'optimiser d'un point de vue fiscal l'avantage fiscal qui est associé avec cette enveloppe. Il y a aussi une question de seuil minimum. Là aussi, on essaye d'être le plus agréable et le plus flexible et souple possible. Donc, en tout cas, chez Cashbee, le montant initial du versement est de 500 € s'il est associé à un versement libre programmé. Alors ça, c'est un point très important sur lequel je souhaite revenir. J'espère qu'on a pu démontrer notre forte conviction sur le fait qu'un effort dans le temps et un effort d'épargne régulier est un des meilleurs moyens, si ce n'est le meilleur moyen pour vous assurer un capital appréciable juste avant le départ à la retraite. Donc, on ne peut que vous encourager à utiliser la fonctionnalité qui vous permet de faire des versements mensuels. Ça vous enlève un truc de la tête, c'est une épargne qu'on appelle souvent l'épargne indolore, mais le fait d'automatiser et de faire en sorte qu'une somme régulière est mise de côté tous les mois pour alimenter votre PER et ainsi, sans trop s'en soucier, se constituer le capital le plus appréciable possible sur la durée longue est un moyen très efficace, nous semble-t-il. Donc, chez nous, le montant minimum qu'on peut mettre de côté de façon mensuelle, de façon automatisée, il est de seulement 30 €. Ensuite, il y a évidemment un caractère de souplesse et d'aisance qui doit être pris en compte aussi lorsqu'on choisit son fournisseur. Nous, on adore ce point-là et mettre en avant le nôtre, puisque évidemment, en tant qu'acteur digital, on s'est assuré que tout peut se faire pour ceux qui le souhaitent à distance, que ce soit des simulations, que ce soit l'adhésion et la souscription, tout en sachant et tout en soulignant qu'à n'importe quel stade de ce process, nos conseillers sont là si vous souhaitez vous faire clarifier telle ou telle chose. Dernier point sur lequel je souhaite revenir, il est très probable que parmi vous, il y en ait qui disposent déjà de un, voire même de plusieurs PER. Peut-être que les dernières semaines d'année sont aussi l'occasion pour vous de vous tourner vers les PER existants pour vous rendre compte de leur efficacité en termes de rendement, pour vous rendre compte de leur coût en termes de frais. Et si vous êtes mécontent des services qu'on vous fournit ou mécontent des rendements qui ont été réalisés ou mécontent des frais qui vous sont facturés, le transfert de PER est non seulement possible, mais il est relativement facile à mettre en place et surtout, il est sans aucune incidence fiscale sous la loi Pacte, contrairement à un transfert de contrat d'assurance vie où vous savez peut-être, et sinon je vous le précise, que si vous partez d'un assureur de la place parce que vous êtes mécontent pour ouvrir un contrat d'assurance vie chez un autre assureur, le fisc le considère comme une clôture d'assurance vie qui donne lieu à la taxation des plus-values éventuelles avant de pouvoir verser la somme sur un nouveau contrat d'assurance vie et recommencer la souscription et la gestion et le fait de générer des plus-values à nouveau sur un nouveau contrat. Donc, contrat d'assurance vie, transfert
possible, mais ça donne lieu à un événement fiscal. Transfert du PER, en revanche, sous la loi Pacte, c'est bien prévu, sans aucun impact fiscal dans le transfert. Donc, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce qu'on avait à partager avec vous de façon officielle, mais il y a évidemment un certain nombre de questions qui ont été posées entre-temps. On va en prendre, on va commencer par les premières questions. Une question de Rose-Hélène sur il semble avoir lu que les versements complémentaires sur le PER jouent sur le revenu fiscal de référence. Et bien, tout à fait, en effet. Les versements, alors, lorsqu'on souscrit à un PER, on a le choix de cocher la case déductible ou pas déductible. Évidemment, ce qui nous intéresse, on recommande de cocher la case déductible. Et lorsqu'on choisit cette option, eh bien, les versements seront en effet déduits de votre revenu fiscal de référence, qui peut avoir un certain nombre d'avantages, qui permet notamment d'alléger un certain nombre de taxes, notamment les taxes qui sont calculées sur les revenus fiscaux de référence, je pense à la taxe d'habitation notamment pour les résidences secondaires, de donner l'accès à un certain nombre d'aides sociales notamment. Donc, il peut y avoir des intérêts à avoir un revenu fiscal de référence inférieur et le PER y contribue. Alors, une autre question sur le rachat. Pardon, excusez-moi, je le retrouve. Sur les rachats de trimestres. Est-ce que c'est intéressant de racheter ces trimestres auprès de l'administration? Donc, en effet, il y a un dispositif qui existe, qui permet à chacun de racheter des trimestres. Alors, déjà, ça peut avoir un intérêt lorsque on a de la décote parce qu'il manque des trimestres pour avoir une retraite pleine, soit parce qu'on souhaite partir plus tôt à la retraite, soit parce qu'on est dans le cadre des retraites, de carrière dans lesquelles il y a eu des coupures. Donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de faire ces rachats pour bénéficier d'une retraite pleine. Ou bien, comme c'est le cas de Jean qui a posé la question, lorsque l'on a travaillé à l'étranger et qu'on n'a pas cotisé, en effet, on peut être dans ce cas de figure où on a la possibilité de racheter ces trimestres. L'autre avantage de racheter ces trimestres, c'est qu'ils sont déductibles fiscalement. C'est quelque chose d'important de préciser. On ne le sait pas toujours. Et donc, il peut y avoir également des avantages fiscaux très intéressants à racheter les trimestres. Par contre, lorsqu'on a déjà une retraite pleine ou sans décote, il n'y a pas d'intérêt. L'autre commentaire qu'on peut faire, c'est que lorsqu'on part en tant qu'expat, il faut se renseigner en effet sur le système de retraite et il est intéressant lorsque l'employeur ne le propose pas ou dans le plan d'expatriation de faire des cotisations volontaires au système de retraite justement pour ne pas perdre des trimestres. Et ça, malheureusement, on s'en rend compte un peu tard généralement. Je prends une question sur j'ai besoin de liquidité avant la retraite, puis-je casser mon PER? Alors, il y a 5 cas exceptionnels qui permettent de casser un PER ou de faire le rachat total du PER en amont de la date de départ à la retraite. Il y a un cas qui est le cas de l'achat de la résidence principale. Les 4 autres cas sont des cas d'accident de la vie. C'est handicap, décès et ce type de scénario. En dehors de ces 5 scénarios, il n'est pas possible d'accéder aux liquidités, d'accéder au PER et de casser le PER. Une question sur les frais, je crois qu'on y a déjà répondu par écrit, mais y a-t-il des frais de sortie sur votre PER? Donc, le cas général, c'est-à-dire le cas de sortie ou de déblocage au moment de la retraite, il n'y a pas de frais. Là où il y a des frais, c'est en cas de transfert. Ça, c'est en effet prévu. La plupart des assureurs, même je crois la quasi-totalité, ne peuvent pas s'opposer au transfert, mais parfois appliquent des frais qui peuvent être de 1% en moyenne, je crois. Pour un client qui démarre en 2026 avec un budget limité, quels seraient selon vous les 2 ou 3 produits prioritaires à mettre en place pour la retraite, PER, assurance vie, PEA autre, surtout si l'âge de la retraite est proche? Alors, premièrement, avant d'ouvrir un PER ou quelque autre forme que ce soit d'épargne longue, assurez-vous d'avoir constitué votre épargne de précaution. On distingue les deux. L'épargne de précaution, ça correspond typiquement à 3 ou 4 mois de salaire qui vous permettent de faire face aux coups durs, notamment le coup dur imprévu. La voiture qui tombe en panne, l'inondation et j'en passe. Une fois cette épargne de précaution constituée, vous pouvez tout à fait, même si l'âge de la retraite est proche,
ouvrir et souscrire à un PER afin de bénéficier de ces avantages fiscaux. En revanche, je partage votre opinion que vous exprimez en tout cas dans la question. Il serait important de ne pas prendre trop de risques dans les placements que vous mettez à l'intérieur de cette enveloppe. Il y a un placement qui va de soi, je dirais presque, qui serait le fonds euro de l'assureur. Le fonds euro est un capital garanti et ces jours-ci, on peut s'attendre, sans que je puisse l'affirmer, mais on peut s'attendre à un rendement qui doit se situer aux alentours de 2,5 à 3% selon l'assureur, étant donné le contexte des taux dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pour aller chercher un peu plus de rendement sans prendre trop de risques supplémentaires, il y a également des fonds obligataires qui se prêtent bien à ce type de placement. En revanche, encore une fois, si on est à quelques années à la retraite, il est probablement pertinent de rester à l'écart de placements bien plus risqués de type action. Voilà, j'espère que… Alors, il y avait une question un peu similaire, mais peut-être qu'on peut compléter parce qu'il y a un cadre fiscal évolutif sur le sujet, qui est le cadre d'ouverture du PER pour ses enfants. Alors, il y avait une optimisation fiscale qui était possible jusqu'à il y a peu, qui consistait à ouvrir un PER pour ses enfants, déduire de ses impôts à son taux marginal d'imposition. Et lorsque les enfants commençaient à travailler et faisaient l'acquisition de leur résidence principale, ils débloquaient ce PER, un taux de marginal d'imposition qui était beaucoup plus faible parce que généralement celui d'un début de carrière. L'administration fiscale n'est pas passée à côté de ce cas-là. Et donc maintenant, on peut tout à fait ouvrir un PER, mais on ne peut pas déduire dans les mêmes conditions les sommes versées pour ses enfants avec son propre taux marginal d'imposition. Il y a une question sur le fonds en euros, est-il toujours attractif quand on ouvre un PER en gestion libre? Oui, le fonds en euros n'est pas lié à une gestion pilotée ou à une gestion libre. Le fonds euro peut être un bon élément dans un portefeuille, soit pour parquer des liquidités en attendant un meilleur point de rentrée sur un certain nombre d'actifs, soit pour justement balancer et diversifier un portefeuille qui serait constitué de fonds actions, de fonds infrastructures, de fonds obligataires, avec un bout en fonds euros qui représenterait la partie sécurisée et prudente d'un portefeuille diversifié. Donc, oui, une portion de fonds euros dans un portefeuille, y compris dans un portefeuille de quelqu'un qui se définit comme étant dynamique, voire même agressif, peut faire sens. En cas de décès avant l'âge de la retraite, que se passe-t-il pour son PER? C'est une bonne question. Et donc, dans cette cas de figure malheureux, le PER bénéficie des avantages successoraux de l'assurance vie. Et donc, il est transmis à ses ayants droit sans frais de succession, en tout cas avec les abattements qui sont ceux de l'assurance vie. Donc ça, c'est un avantage spécifique du PER assurantiel. Ce n'est pas le cas dans le cadre du PER bancaire. En revanche, là aussi, la loi fiscale qui se prépare, même si elle a tous les aléas encore que l'on connaît, prévoit, donc ça reste encore à confirmer, mais qu'on ne peut pas garder son PER après sa retraite, en tout cas, on ne peut pas le garder indéfiniment après sa retraite pour en faire spécifiquement un outil de succession. Donc, c'était le cas aujourd'hui. Certains gardaient leur PER même après 70 ans pour pouvoir le transmettre les sommes avec les bénéfices de l'assurance vie. Et ça, il est possible que cet avantage ne perdure pas. Dommage qu'on ne voit pas les questions des autres participants. Alors oui, c'est dommage, je vous confirme, je ne savais pas que cette fonctionnalité n'existait pas. Combien d'années avant la retraite convient-il de rester à l'écart? Alors j'imagine que la question c'est combien d'années avant la retraite, est-il utile d'ouvrir un PER même si on se rapproche de la retraite? Je crois y avoir répondu partiellement, mais je reviendrai dessus. C'est pas parce que l'effet est le plus puissant quand on ouvre un PER à l'âge de 25 ans, comme on a pu le démontrer, qu'il est inutile de ne pas ouvrir un PER, ne serait-ce que même quelques années avant la retraite, parce que ça vous permet de bénéficier d'une déduction fiscale qu'on s'imagine être à un taux marginal d'imposition plus élevé,
pour se faire taxer à la sortie, probablement à un taux marginal d'impôt qui est plus faible. Donc l'avantage fiscal tient la route, même quelques années avant le départ à la retraite. Le second point que je soulèverais, c'est que oui, il faut rester à l'écart de placements risqués, ou en tout cas, ce serait notre conseil. En revanche, sur des placements prudents, on peut encore générer et faire travailler cet avantage fiscal. Comme l'avait souligné Cyril, l'effet de la capitalisation peut jouer sur quelques années. Certes, ça sera moins efficace que sur une quarantaine d'années, mais ça restera efficace quand même. Une question sur si j'ai besoin de liquidité avant la retraite. Je crois qu'on l'a pris celui-là. On l'a pris celui-là. Je crois qu'on arrive à peu près à la fin des questions. Et merci beaucoup d'ailleurs de nous en avoir posé autant. Une question sur la fiscalité du conjoint, je crois qu'on y a répondu. C'est le cadre fiscal de l'assurance vie. Non, il y en a un sur les sous-jacents disponibles en gestion libre à part le fonds euro. Donc c'est une bonne question. Alors je ne les ai pas tous en tête, mais on a fait le choix de fournir une palette évidemment relativement large à nos prospects ou à nos clients qui souhaitent opérer en gestion libre, afin de pouvoir leur permettre de constituer des portefeuilles selon leur goût et selon leur profil de risque, mais en même temps de ne pas tomber dans ce qui nous semble être un écueil qui serait d'afficher une liste de centaines et de centaines, voire de milliers de fonds possibles, parce qu'on estime qu'à force de mettre des arbres, on risquerait de ne plus comprendre et de ne plus voir la forêt. Donc, pour faire simple, on a une cinquantaine d'unités de compte au-delà du fonds euro qui vous permettent d'investir dans des actions alors qu'on peut choisir de façon régionale. Donc, il y a des actions US, des actions Europe, des actions Asie, ou selon des thématiques. Je sais qu'il y a par exemple le fonds Pictet Water qui fait partie des UC qu'on propose. Vous pouvez jouer la thématique de l'eau, la thématique de la tech ou la thématique de l'IA. Une fois qu'on met de côté les actions, on a une palette de fonds obligataires, des fonds obligataires datés et des fonds obligataires non datés, qui se focalisent sur tout type de crédit. Donc, il y a des obligations étatiques qui donnent un rendement relativement modeste, mais qui sont perçus en tout cas comme étant aujourd'hui encore très sûrs. Et à côté de ça, des fonds obligataires qui se focalisent sur le crédit et qui visent des rendements plutôt de l'ordre de 5, 6, 7% par an. À côté de quoi, on a une petite sélection d'unités de compte, enfin de fonds qui permettent d'investir dans des commodités et notamment dans de l'or. L'or étant une classe d'actifs qui a très bien fonctionné sur les 2 dernières années. On a des fonds infrastructures et on a également, et on en est très fiers parce qu'on pense être les seuls, un fonds qui investit dans un portefeuille de produits structurés. Les produits structurés étant une classe d'actifs relativement complexe, mais une classe d'actifs que bon nombre d'épargnants français aiment bien. Et donc, encore une fois, on a une cinquantaine de fonds parmi lesquels vous pouvez faire votre choix évidemment. Alors, il y a une nouvelle question sur la fiscalité. On est en partie répondu, mais on va à nouveau revenir sur la fiscalité pour le conjoint en cas de déblocage en raison du décès. Donc, lors du déblocage, lors du décès, avant la retraite, il y a des avantages fiscaux. Et donc, on va les détailler. Ils sont de 2 types. Donc, on l'a dit, ils bénéficient des avantages fiscaux de l'assurance vie, c'est-à-dire qu'il y a des abattements de droits de succession pour les ayants droit. Et donc, on peut imaginer que les versements ont été faits avant 70 ans, comme c'est le cas dans la plupart du cas des PER. Et donc, les abattements sont de 150 000 euros, pour être précis, 152 000 euros 500 par bénéficiaire. Mais un autre avantage que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui est quand même important de préciser, c'est que les versements ne seront pas fiscalisés. Il n'y aura pas de rattrapage de la fiscalité sur les versements, comme c'est le cas au moment de la retraite. C'est-à-dire que, comme vous l'avez compris, au moment de la retraite, on est refiscalisé à son PMI sur les versements antérieurs. Dans le cas d'une succession, en cas de décès, il y a un coup d'éponge sur cette fiscalité. Donc la fiscalité est intéressante. Et le PER est un produit successorial de succession qui est intéressant. Mais même si je le répète, on peut penser qu'il ne sera pas possible de garder cet avantage après la retraite. Donc, on sera obligé de casser son PER au moment de la retraite avec la nouvelle loi fiscale.
Un horizon de 20 ans vous paraît-il suffisant pour ouvrir un PER avec un profil agressif? Alors, la réponse est oui, mais. Donc, oui, mais. Donc, 20 ans, c'est une durée de 2 décennies qui vous permet tout à fait d'investir de façon agressive et d'espérer et d'anticiper un rendement moyen de l'ordre de 8-9% net après frais. Maintenant, je pense qu'il est pertinent de signaler qu'aujourd'hui, bon nombre de bourses, bon nombre d'actions dans le monde s'échangent à des valorisations records ou pas loin des records. Et donc, je dirais juste à une personne qui est de disposition agressive, oui, 20 ans suffisent amplement pour se permettre de faire face à plusieurs chocs et espérer gagner 8, 9, 10% par an en moyenne sur cette durée-là. La bonne chose à faire probablement, c'est de faire des entrées progressives dans le temps et de vous assurer de faire des versements réguliers pour éviter de rentrer, entre guillemets, au plus haut. Alors, avez-vous des valeurs type ETF? Oui, parmi nos supports, il y a des ETF. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais il y a notamment des ETF sur les grands indices boursiers qui se trouvent dans la liste des UC disponibles. Peut-on avoir le nom de ce fonds, s'il vous plaît? Donc ça, c'est une question qui vient de Madame Torbal. Alors, j'imagine que c'était le nom du fonds des produits structurés. C'est le fonds Sanso Longchamp Autocall, qui est dans la liste de nos unités de compte disponibles. Ferez-vous d'autres webinaires et à quelle fréquence approximative? Ça dépend un peu de vous. J'ai l'impression que ce webinaire a été très populaire. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et donc, oui, si vous trouvez que ce mode de communication et que ce mode d'échange est pertinent, on est, ravis de l'apprendre, et deux, on se fait fort d'essayer de l'organiser sur des thématiques pertinentes, 1 ou 2 fois par trimestre. Pour ne pas vous inonder, mais 2, en même temps, pour être utile et changer un peu des sujets et répondre aux problématiques les plus pressantes. Alors, en cas de succession, le plafond de déduction du PER se cumule avec les éventuels contrats d'assurance vie possédés. Oui, c'est une bonne question et la réponse est oui. En effet, lorsqu'on a un contrat d'assurance vie et un PER, on bénéficie, les ayants droit bénéficient du double abattement. Donc, ça peut en effet être une stratégie intéressante d'avoir ces deux enveloppes. Je crois qu'on arrive au bout des questions. N'hésitez pas à en poser si vous en avez encore. Alors justement, actuellement, l'or, valeur refuge, augmente. Les investissements exotiques dévissent. Est-il judicieux d'investir dans les ETF ou les marchés financiers? Alors, la réponse courte, c'est si on avait une boule de cristal et si on connaissait le futur, ça se saurait. Et donc, la première des réponses, c'est nous ne savons pas dans quelle direction vont évoluer les marchés financiers sur une semaine, un trimestre, un an. On est d'accord avec l'observation que bon nombre d'actifs, dont l'or, s'échangent aujourd'hui à des valorisations proches ou au record. Maintenant, on aurait pu dire ça au mois de mars. L'or s'échangeait à 3 000 $ l'once. Aujourd'hui, on est à 4 100. Et donc, bien que ce soit un record en mars, l'investisseur qui a eu le nez creux pour s'exposer à l'or au mois de mars a déjà réalisé un gain potentiel et théorique de plus de 33%. Donc, notre recommandation pour ceux qui ne suivent pas les marchés au jour le jour et ceux qui veulent dormir tranquille la nuit et ceux qui ne s'estiment pas nécessairement experts financiers, c'est surtout de mettre en place le versement libre programmé pour continuellement et avec régularité investir sur des supports à long terme, assurance vie ou PER, afin d'éviter de rentrer sur un haut, mais aussi afin d'éviter de louper le bas et donc de moyenner en continu en se disant, voilà, je mets de côté pour ma retraite, et de se réveiller un jour, entre guillemets, 10, 20, 30 ans plus tard, avec sans aucun doute, pour le coup, un capital constitué de ce que vous avez mis de côté et des plus-values que vous aurez sans doute réalisées. Je crois qu'on arrive au bout de cette session. Merci à tous les participants
qui ont été nombreux. C'est donc un sujet qui semble avoir été intéressé. Donc, pour revenir sur les webinaires qu'on organise, et n'hésitez pas à faire des suggestions et on sera ravis évidemment d'organiser des webinaires sur des sujets qui sont populaires. Et c'est un exercice évidemment qu'on apprécie de pouvoir échanger avec vous est une chance et merci beaucoup pour cette opportunité. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur hello@cashbee.fr. On ne manquera pas d'y répondre. Moi aussi, je me joins à Cyril pour vous remercier de votre présence. Merci beaucoup d'avoir apprécié, d'avoir autant échangé avec nous parce que c'est toujours plus rigolo et plus intéressant pour nous aussi quand il y a beaucoup de questions. Et on ne manquera pas de vous informer de nos prochains webinaires. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. Au revoir.